Alors, d'abord bonjour à tous, puisque je pense maintenant on s'entend, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, du moins si on peut appeler ça des vacances. On a de la chance, il fait pas beau, donc on va se régaler d'être à l'intérieur. Dans le nord de la France, ils n'ont pas cette chance-là, vous voyez, donc faut savoir apprécier notre bonheur là où il est. Alors, je pense qu'on a tous des interrogations sur la poursuite d'année avant de parler du cours du jour. Les interrogations, ben, forcément, je suis la même enseigne que vous, c'est-à-dire que je n'ai des informations que par la télé. On a très peu d'informations officielles, nous, de notre côté. Donc, pas plus à vous dire que euh, on est censé avoir une reprise à partir du 11 mai. Forme, sous quelle manière de faire, je n'en ai aucune idée. Donc, est-ce que les cours vont être tenus jusqu'à fin juin? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il va y avoir des cours? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va travailler dans des salles normales? Je ne sais pas. Donc, je vous dis franchement, pour l'instant, je ne sais pas trop où on va. Alors, pour ma part, dans l'objectif, on rentre le 11 mai. Euh, comment je prévois de faire les choses? De mon côté, je compte faire continuer Discord comme on fait. L'enseignement général va être donc normalement fini à peu près début juin. On aura fini tout ce qu'il y a à savoir du fait de la lenteur là, de nos classes virtuelles et tout ça. Et à partir de ça, je compte travailler également sur la partie du début d'année du supérieur en prenant les classes, forcément que les classes préparatoires, mais des classes, donc faire des cours un peu avec différents niveaux pour essayer de voir un peu les premières semaines, j'allais dire, de prépa. Me semble-t-il que ça serait la meilleure des options. La première également, la deuxième qui me vient à l'esprit, ce serait quand même de faire d'abord une vérification de tout ce que l'on sait, que l'on doit savoir pour l'an prochain. Donc ça nous prendra bien du temps pour pouvoir commencer, quelle que soit notre filière. Après, je m'adapterai aux besoins de chacun, aux envies de chacun. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Ok. S'il n'y a pas de questions, peut-être qu'elles viendront au fur et à mesure, vous me direz. Eh ben, je vous propose donc que l'on travaille ensemble sur le boulot que je vous avais demandé, que je vous ai mis sur Padlet. Et peut-être qu'avant de commencer, d'abord vos travaux. J'ai regardé, donc vous l'avez bien compris, je l'ai mis dans le message, mais vous le saviez, il n'y a pas de notes en classe virtuelle et ça me semble légitime. Donc, moi, je ne fais pas de contrôle, je ne mets pas de notes, je mets des appréciations, éventuellement des indications sur ce que je vois. Là, ici, je fais en sorte que vous voyez à peu près, je regarde à peu près qui a fait quoi, quelle est la manière de faire des devoirs, qui a rempli, qui m'a rendu son TP, comment il a été fait, avec une appréciation très, très, très simple, très simplifiée. Mon simple objectif, c'est de savoir où vous en êtes, ce que vous faites. Ce n'est pas du tout de fliquer, c'est pas du tout de dire ah, c'est pas bien, etc. Dans l'esprit, si je devais garder les informations du ministre, me semble-t-il que il faut qu'on continue à bosser, hein, quoi qu'il en soit. Et donc, à la fin de notre troisième trimestre officiel, si on reprend, on ne prendra en compte que des notes qui seront des notes en présentiel, c'est-à-dire des notes qu'on ferait en étant ensemble. Et je me servirai de ces différentes petites annotations que je marque sur vos TP ou sujets, etc., que pour faire un plus, quoi, voilà, hein, voilà. Plus ou éventuellement un moins, hein, puisque après, derrière, il y a un jury qui va être tenu pour le bac. Hein, vous avez compris la manière de faire. Donc, ce jury va prendre en compte les appréciations du livret. Donc, moi, je vous encourage à surtout faire attention à tout ce qui est présence, déjà pour pas qu'il y ait marqué absent, puisque je pense que le jury ne sera pas fait des profs du lycée, mais des profs d'ailleurs, comme pour un bac normal, me semble-t-il. Je n'ai aucune info à ce niveau-là, euh, officielle. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur donc le début? Moi, j'avais une question. Dis-moi.
Est-ce que c'est possible, si on rentre, que les profs nous fassent des contrôles sur ce qu'on a vu là pendant la période de confinement? Ouais, franchement, ouais. Franchement, oui, oui. Je pense que la période qui est en cours n'est pas une période blanche, hein. Pour les profs qui ont joué le jeu, c'est-à-dire le prof qui vous a donné des cours, des machins, tout ça, il est en droit de vous demander, ben, à tel jour, il y aura une éval, etc. Alors, je viendrai quand même en essayant d'être rassurant, Michael. Ce qui me semble, c'est que on ne sait pas comment on va rentrer. Moi, par exemple, je serais incapable de te dire, on rentre le 11, allez, vendredi de la semaine, on fait une éval sur ben, les synthèses peptidiques, par exemple, comme on va faire aujourd'hui. Parce que je ne sais même pas si on va pouvoir rentrer tous, tu vois. Donc, tant que les ministres ne se seront pas mis d'accord pour nous dire on rentre sur telle condition, avec telle forme, etc. Voilà. Donc, me semble-t-il que voilà, on en est là, hein. On verra ça. Moi, je table sur une vraie rentrée classe entière, vous voyez, fin mai, s'il devait y avoir une rentrée classe entière. Je me dis que c'est ce qui va s'opérer les premières semaines, travailler sous forme de groupe. Et je vous dis, ce n'est que mon ressenti, ce que j'ai pu voir comme vous en regardant les journaux. Voilà. Après, chacun fait comme il veut pour son boulot perso, hein. On ne peut pas vous fliquer, on peut que vous inciter à travailler, on ne peut pas vous obliger à apprendre des choses, hein, si ça ne vous motive pas, hein. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc qu'on commence, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut prendre la parole, comme Michael. Très bien. Alors, je vous propose donc de prendre donc les leçons que je vous ai marquées, donc notamment la leçon 4 que j'ai mis sur le Padlet. Donc, le Padlet, j'espère que vous avez récupéré avant de venir les infos pour que ce soit plus facile pour vous. On va rapidement voir ce qu'il y avait à savoir. TP, hein. Donc, dans le TP, hop, il faut que je vois le salon textuel. Alors, on va dans la stratégie de synthèse. L'objectif de cette partie-là, pour la chimie organique, est de comprendre comment synthétiser, quelles sont les conditions pour que ça se fasse. Et ensuite, ce qu'on va nous demander ensuite, c'est de mettre ça dans un contexte actuel, c'est-à-dire actuel, un contexte, j'allais dire, 21e siècle, c'est-à-dire comment réagir avec les outils de maintenant pour faire donc une chimie organique qui soit la plus propre possible. Alors, pour commencer, d'abord, c'est faire un choix donc, des différents réactifs. C'est pour ça que quand je vous ai proposé le TP la dernière fois, le gars, j'ai trouvé que c'était pas mal ce qu'il faisait. Ça m'a évité de le faire à moi de mon côté, hein. Mais c'était pas mal puisqu'il vous propose tous les réactifs et le matos qu'il allait utiliser. Ensuite, forcément, quels sont les impératifs? Est-ce que le TP doit être fait dans le moment, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 2 jours? Donc la durée est un paramètre qu'il faut prendre en compte, la durée. Est-ce que je dois forcément chauffer pour accélérer? Est-ce que c'est vraiment toujours bon? Est-ce que le chauffage ne peut pas dégrader la matière? C'est une autre manière. Puis les conditions, bien sûr, de travail. Ah. Connexion est stable? Bon, j'ai pas. Bon, ok. Le montage, ça, donc il n'y a pas de souci. Je m'arrêterai quand même 2 secondes sur le dessin que vous avez à l'écran. D'un côté, on a un montage classique, c'est-à-dire type seconde, première, un montage où on ne se tracasse pas avec la manière, motus operandi, comme on dit, c'est-à-dire la manière de travailler, d'opérer. Ici, tous les produits sont créés et quand ils sont créés, s'ils sont volatiles, ils s'échappent sans qu'on les maintienne. Le chauffage à reflux permet de travailler à volume constant, c'est-à-dire que dès qu'il y a de la matière à chauffer, à ce moment-là, cette matière, en chauffant, va être condensée par le réfrigérant à eau au-dessus. Et donc, ce système-là va permettre aux produits qui sont créés de se recondenser, de retomber. Ces éléments qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, quand je dis produits, ce n'est pas forcément des produits de la réaction, mais simplement le résultat du chauffage. Et donc, ces éléments qui ont été chauffés redeviennent condensés et reparticipent donc au milieu réactionnel, reparticipent à la réaction, et donc sont de nouveau travaillés, comme on peut le voir ici.
Bien entendu, le système, ici on appelle ça une colonne de Vigreux. Cette colonne ici, elle reste ouverte pour éviter les problèmes de surpression éventuelle. Donc ça, c'est un souci. Comme on peut le voir en dessous, vous n'avez qu'à voir hein, le rendement des, des différents processus. Celui-ci a un rendement pourri, hein, 5%, par rapport à lui, 70%, parce que forcément, dès que l'on chauffe, que ce soit réactif ou produit, dès qu'il y a chauffage, il va y avoir évaporation, donc perte de matière. Donc forcément, il n'aura pas assez pour la réaction, ça me semble évident. La suite, nous, ce qu'on doit savoir, et c'est ce que j'ai remarqué dans certains TP, j'ai vu quand même que la plupart, tout ce que vous m'avez répondu, vous avez quand même fait quand même pas mal d'efforts concernant tout ce qui est écrit là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est-à-dire comment se fait la manip. D'ailleurs, je vous en remercie, vous en félicite d'avoir fait ce travail-là. Même certains ont travaillé plus la rédaction que le calcul, c'est bien, hein, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que dans un TP, il y a aussi toute une partie de compréhension qu'il fallait mettre en avant dans un compte rendu. Alors ici, qu'est-ce que l'on voit ce que vous avez souvent fait, c'est-à-dire qu'on vous dit, bien, vous avez fini faire votre travail, maintenant vous rajoutez de l'eau salée, hein, vous avez dû le faire en seconde, en première. Déjà aussi, on en a fait un peu en début et de terminale, quand on a travaillé également un certain dosage. On nous demande de rajouter de la phase, rajouter du sel pour pouvoir alourdir en fait cette phase aqueuse et pour permettre en fait de bien différencier une phase moins dense de la phase la plus dense, c'est-à-dire une phase organique de la phase aqueuse. Ça permet de faciliter quelque part l'extraction, c'est-à-dire de pouvoir récupérer ou éliminer un des deux constituants, soit la phase aqueuse, soit la phase organique. Je vous dis qu'on est quand même dans une chimie orga, souvent c'est la phase organique qui nous intéresse. On appelle cette opération une opération dite de relargage. C'est un terme qui, pour ceux qui veulent faire de la chimie orga ou de la chimie, c'est un terme qu'il faut que vous connaissiez. C'est très souvent utilisé quand on fait un TP. On parlera de relargage sans qu'on nous dise exactement. C'est augmenter donc la densité de la phase aqueuse. Ensuite, la suite se comprend facilement. Laver une phase organique, c'est forcément rajouter de l'eau pour qu'ensuite on puisse éliminer aussi éventuellement. Et surtout, s'il y a des éléments qui, par liaison hydrogène, se sont accrochés sur les molécules organiques, pouvoir s'en débarrasser. Ensuite, de reste, je vous laisse le lire, ça me semble évident. Séchage, évaporation, filtration. On a lavé. Si on a lavé, on a rajouté de l'eau. Si on sèche, c'est pour éliminer l'eau. Alors, on ne va pas sécher avec un chauffage type four, tout ça. On va faire ça soit dans une cuve à étuve, soit sinon avec un desséchant qui va être un déshydratant, comme toutes les matières anhydres que l'on peut se connaître. Vous avez dû déjà voir ça sûrement au collège et au lycée. Il y avait une matière qui s'appelait le sulfate de cuivre anhydre qui était blanc et qui devenait bleu au contact de l'eau. Ben oui, puisque si on le met en contact d'eau, il s'accapare les molécules d'eau et donc ensuite on n'a plus qu'à éliminer ce solide bleu pour être sûr d'avoir éliminé aussi l'eau. Les deux derniers, le 5 et le 6, ça c'est important que vous le compreniez parce que par contre c'est là où j'ai vu le plus de bugs. Alors, la recristallisation, dans la correction que je mettrai sur le Padlet et sur le Pronote, tout ça, j'ai trouvé un site qui l'expliquait très très bien. Vous verrez, c'est pas mal à suivre, surtout avec du visuel, parce que sinon c'est pas très clair. La recristallisation, c'est en fait, on veut se débarrasser, on veut purifier notre contenu. Et pour le purifier, on va donc jouer, en fait, comme ils le disent, sur la solubilité des produits en incorporant des solvants nouveaux et en obligeant quelque part notre solide à se reformer quelque part, à pouvoir donc de nouveau connexion instable, chier. De pouvoir de nouveau donc le récupérer pour pouvoir le retravailler. Comment savoir ensuite dans l'analyse, comment savoir si notre travail est bien fait ou pas? Celui qu'il faut que vous reteniez, si vous deviez en retenir un, c'est quand même lui, me semble-t-il, c'est lui le plus évident. C'est celui que vous avez utilisé déjà en seconde aussi. La CCM, la chromatographie sur couche mince, puisqu'on a fait un TP ensemble sur ça, permet de savoir quels sont les constituants d'un mélange, de les identifier, de les séparer. C'est vraiment l'outil le plus simple et le plus visuel qui permet de savoir si on a bien travaillé, et si on a le temps, et de bien faire une purification. Ceux qui iront en IUT Chimie l'an prochain, il y en a quelques-uns qui ont demandé, vous verrez, les TP durent une journée.
un TP ne dure pas que 2 heures, il dure une journée et l'étape de purification passe obligatoirement par une phase d'identification pour qu'on sache si ce qu'on a fait est fait. Nous, on bricole, quand on le fait un TP, on fait des TP de chimie organique de 2 heures, alors qu'un TP de chimie, il doit durer environ entre 8 et 12 heures. Donc, voyez le temps que vous allez allouer au TP si vous allez dans des structures de chimie l'an prochain. Voilà pour la partie leçon 4. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'étais vraiment dans la généralité, mais est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Je vais y arriver avec mes doigts. Ok, alors on passe à la phase maintenant, si vous voulez, plus nouveauté d'aujourd'hui. C'est l'activité numéro 1 que j'ai appelée activité synthèse peptidique. Donc, je vous laisse prendre le temps de regarder le document. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre en note ce que l'on dit au fur et à mesure. Je mettrai un élément de correction, mais c'est comme je vous dis, ce sera des éléments de correction, il n'y a pas tout. Alors, dans cette activité, je vais vous montrer en fait le problème que l'on peut rencontrer dans une synthèse, c'est-à-dire de choisir le produit que l'on veut. Et donc, je vais vous montrer comment on fait aujourd'hui, comment on fait pour avoir une stratégie pour pouvoir sélectionner le produit que l'on veut. Alors aujourd'hui, ce que je veux créer, c'est un dipeptide, c'est-à-dire créer, par l'intermédiaire de 2 acides aminés, créer une liaison peptidique qui va être un lien entre les deux. Et donc, à partir de ça, pouvoir obtenir une molécule dipeptidique. Je vous rappelle que les acides aminés sont des briques de la vie, comme on dit, donc à la base des protéines. Donc, c'est un mécanisme qui se passe tout le temps dans notre corps pour créer donc les protéines qui nous alimentent. Je ne maîtrise absolument pas le domaine biologique, mais c'est la base, donc créer donc des protéines. Comment y arriver? On va créer, donc en fait, on va prendre des des wagons. Je vais essayer d'avoir un vocabulaire assez simplifié. 2 wagons, et on va essayer d'accrocher ces wagons par l'intermédiaire d'une liaison peptidique. C'est ce que j'appellerai ici le groupe CONH, hop, comme vous allez le voir là. Le groupe donc CONH, fait partie de la famille, de la fonction amide, de la famille amide. Ce groupe fonctionnel est caractéristique du groupe CONH de la liaison peptidique. Alors, comment se crée ce groupe fonctionnel? Je vais me servir de 2 acides aminés et prendre la fonction acide carboxylique et la fonction amine de l'un et l'autre et pouvoir créer ce chaînon entre les deux. Je reviens sur mon image, j'ai 2 wagons. Ces 2 wagons vont être reliés entre eux en éliminant une partie de leur éléments et d'additionner ensuite ceux qui restent. C'est une élimination addition, vous avez bien compris, ce sera donc au final une substitution. Donc quand on regarde le mécanisme ici général et global, j'ai 2 réactifs, le produit est une substitution. Alors qu'est-ce que c'est que je vois? Je remarque dans le dipeptide que je viens de créer, j'ai éliminé le OH du groupe carboxyle du premier, j'ai éliminé un H du groupe amine du second, et à ce moment-là, j'ai créé un dipeptide, c'est-à-dire, si vous partagez en deux ici la molécule, vous avez sur la partie de gauche, vous avez uniquement donc, le début de la première molécule, et puis le reste est obtenu ensuite. Vous voyez, j'ai mis des R1, R2, ici juste pour dire que ça fonctionne tout le temps. L'objectif est de chercher une molécule qui a COH et NH2. Au final, j'ai bien éliminé mon H2O, puisque j'ai un OH et un H, donc j'ai bien éliminé un H2O. Donc voilà le fonctionnement que l'on va étudier maintenant. Alors, quel est le problème que l'on va rencontrer par ce système-là? C'est que, si vous remarquez bien, ces molécules sont ici, ces acides aminés, ont la particularité d'avoir un groupe NH2 et d'un groupe COH qui sont présents sur chacune des 2 molécules. Elles sont pourtant différentes. Vous voyez, il y en a un qui c'est R1, l'autre R2, dans ce cas-là. Donc, c'est bien 2 molécules différentes. Mais ce qui compte, c'est qu'un groupe COH puisse libérer un OH et qu'un groupe NH2 libère un H. Donc, ça peut être n'importe lequel qu'il soit fait. Donc, admettons, je prends un flacon qui s'appelle R1
et un flacon qui s'appelle R2. Si je les verse l'un dans l'autre pour faire ma réaction, en admettant que j'ai bien respecté tout mon protocole comme prévu, toutes les stratégies que je peux avoir, je pense, moi je veux lui à côté, c'est-à-dire R1 suivi de R2, mais je me rends compte que ce n'est pas forcément obligé, puisque la molécule ici peut très bien prêter son NH2, et la molécule qui est ici peut très bien prêter son COH. Pourquoi ce serait ce H-là qui réagit? C'est pourquoi ce OH. C'est ça, en fait, être sélectif, avoir une stratégie. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais donc pouvoir obtenir 4 dipeptides à chaque fois à partir de 2 peptides donnés, à partir de 2 acides aminés, je peux obtenir 4 combinaisons. Alors, lesquelles? Les groupes que je vais pouvoir obtenir, c'est soit GLI suivi de ALA, soit je peux avoir aussi le groupe ALA suivi de GLI, soit le groupe GLI suivi du groupe GLI, soit le ALA suivi du peptide ALA. Donc ça m'en donne 4 combinaisons possibles, et je vais donc avoir soit au final du GLI ALA, soit du ALA GLI, soit du GLI GLI, soit du ALA ALA. Donc c'est vrai que c'est bizarre cette manière de faire, mais en biochimie, les acides aminés sont appelés par les 3 premières lettres de leur nom. Et donc, quand on fait des chaînes protéinées, c'est-à-dire des protéines qui sont des ensembles de plusieurs milliers d'acides aminés, on ne se sert que de ces appellations-là, GLI, ALA, etc. Et puis, les différents acides aminés s'imbriquent l'un dans l'autre, si vous voulez, par l'intermédiaire de liaisons peptidiques. Alors, est-ce que vous avez des questions d'abord avant que je continue? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de comprendre là, ici, la manière d'écrire une équation donc, de condensation, c'est-à-dire pourquoi on appelle ça une réaction de condensation, puisqu'en fait, on crée de l'eau. Et cette réaction de condensation, qui est une réaction donc, de type substitution, comment pour l'obtenir? Si dans le premier cas, si je prends le groupe OH, donc ce document-là, je le mettrai sur le Padlet derrière, vous l'aurez. Je vous encourage, si vous faites un cours que vous écrivez en même temps, de faire des captures de ce que vous avez à l'écran. Peut-être éventuellement, c'est ce qui est le plus simple à faire. Alors, si je prends GLI suivi de ALA, je prends le OH de GLI, je prends le H de ALA, je les élimine l'un et l'autre. Je vais récupérer toute la première partie de GLI, que j'ai écrite ici, jusque-là. Je récupère toute la partie de ALA qui n'est pas encadrée ici, et je la mets à la suite. Et vous retrouvez bien NH, CH, CH3, COH. Et ce qui a été encadré au premier va être basculé à la fin en éliminant cette molécule d'eau, H2O. En dessous, vous allez obtenir les mêmes cas pour les différentes réactions. Lorsque je vais prendre le cas de ALA suivi de GLI, mon objectif est d'obtenir le dipeptide dans l'ordre ALA puis GLI. Mais il faut donc que je parte de ALA, je prends le groupe carboxyle, la fonction groupe, la famille carboxylique ici en bout, et le groupe carboxyle, je ne prends que le OH, j'enlève le H de la fonction amine, et je me retrouve avec le début de ALA, la fin de GLI, et je me retrouve avec du ALA, jusqu'ici, suivi de GLI. Ce qui donne bien ALA GLI, le nom qu'on attendait derrière. En dessous, vous voyez, quand vous allez l'écrire, vous verrez que ça se fait très bien, il suffit qu'on nous l'ait expliqué pour le comprendre. Est-ce que ça vous semble compréhensible? Ok. Voilà. Je reprends donc ce que je disais. Je vais faire le dernier pour qu'on voit le cas de ALA-ALA. ALA-ALA, c'est quoi? Je prends l'alanine suivi de alanine et je ne vais prendre que la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire tout ce qui est ici
dans alanine tout ce qui n'est pas OH. Dans alanine du deuxième, je prends tout ce qui m'intéresse sauf le H de NH2. Une fois que c'est fait, je vais raccrocher le CO et le NH ensemble et de voir que CO, NH vont être reliés ici par une liaison peptidique. CO, NH étant une liaison peptidique caractéristique de la fonction ami2. CON est la fonction ami2 en chimie organique. Alors, dans l'esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben nous, si on était un TP, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait un flacon glycine, un flacon alanine, et par exemple, on veut gligli. C'est le nom le plus rigolo à dire, en profitons-en. Je veux créer gligli, sauf que si je veux créer gligli, je ne peux pas le faire n'importe comment. Déjà, il faudrait que alanine ne soit pas utilisée, et que donc, en même temps, je puisse avoir ici ce flacon-là OH qui soit donc activé, et je veux ici que le H ici soit activé. Voilà un peu le vocabulaire, quelque part, qu'il faut qu'on mette en place. C'est que pour créer une molécule, il va falloir donc qu'on active certaines parties, qu'on bloque d'autres éléments, et qu'on soit sûr comme ça qu'elles ne participent pas. Alors, par exemple, ici, pour faire gli-gli, je vois que je n'ai pas besoin d'alanine. Donc, premièrement, je vais me faciliter la vie. Je ne prends pas le flacon alanine et je ne vais prendre que le flacon glycine. Et je vais m'arranger pour que dans un premier bécher, par exemple, je puisse prendre de la glycine dans laquelle je vais activer ce groupe-là. Activer voulant dire soit prêt à être utilisé, soit plus réactif. Augmentons les facilités de réaction sur la liaison simple qu'il y a entre le carbone et l'oxygène du groupe OH. Donc c'est ça, rendre actif. De l'autre côté, dans ce même bécher, on va rajouter un produit qui va bloquer la fonction amine, autrement dit, qui va empêcher le NH2 de cette partie-là de réagir. C'est ce que je vous propose de voir à la suite donc, du document texte que j'ai mis ici. Donc les termes, puis on fera ensuite les différentes manières de voir les questions. Je pense qu'il faut qu'on saisisse. Donc j'ai proposé ici les différents acteurs de ma synthèse. Je vais voir la possibilité de protéger, déprotéger et d'activer. Alors protéger, comme je l'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher que le groupe que je ne veux pas travaille. Si par exemple je veux bloquer le groupe NH2 dans une molécule, par exemple je veux travailler avec la glycine et que je ne veux pas que le groupe NH2 de la glycine réagisse, je vais rajouter ici ce système-là. On appelle ça une manière de travailler, un processus de synthèse. Lui, il porte le nom de Bock. Si je prenais votre livre, dans votre livre, on vous en propose d'autres. Je vous encouragerai d'ailleurs tout à l'heure à lire ceux qui sont intéressés. Dans votre livre, il y a 2 activités qui sont bien faites, qui proposent d'autres manières de protéger, déprotéger donc les différents acteurs d'une synthèse. Protéger, c'est une chose, mais activer en est une autre. Si je veux activer une fonction, je vois qu'ici, dans cette synthèse qu'on me propose là, je ne peux pas activer la fonction amine. Je ne peux activer que la fonction carboxylique. Activer, je le répète, veut dire que si, par exemple, je veux activer, rendre beaucoup plus réactif le COH dans la réaction à venir, dans mon bécher glycine, je vais, après avoir mis du BOC, je vais bloquer NH2, mais je vais ensuite faire réagir un peu plus en rajoutant ici donc, cette molécule SOCl2 pour pouvoir obliger le groupe COH à réagir lui en premier avant une autre partie d'une autre molécule. Quand tout sera fini, si je veux récupérer les éléments qui m'intéressent, je rajouterai des éléments de déprotection, c'est-à-dire je rajouterai un processus qui va éliminer ce que j'ai mis au début pour bloquer mes groupes qui ne me servaient pas. Comme ça, à la fin, je me retrouvais bien la molécule que je voulais, gli-gli ou ce que vous voulez, sans qu'il y ait BOC accroché. On va en parler. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, comment comprendre donc ce qui est? Voyons ici donc le principe. On veut mélanger donc 2 acides aminés sans aucune précaution et on sait qu'on a dit tout à l'heure qu'on aurait 4 possibilités, 4 montages s'il y a 2 acides aminés, puisqu'il y a dans chacun d'eux, il y a 2 possibilités de réaction. Vu qu'ils sont 2, ça fait 2 puissance 2, ça fait bien 4 mélanges finaux
C'est une permutation en maths, on appelle ça. Pour n'obtenir qu'un seul de ces dipeptides, c'est-à-dire avoir un choix, il faut conduire une stratégie mettant en jeu des étapes intermédiaires. Par un jeu de blocage sélectif, comme vous pouvez le lire, on va être amené à rendre inactif une partie. Des fonctions vont être donc non bloquées et seront donc activées pour qu'elles soient mieux utilisées. Ça va améliorer le rendement. Une fois la synthèse terminée, je suppose, oui, Jean-Christophe, que c'est toi. C'est sûrement la proximité du quartier et du lycée là-bas qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, qui ne voit pas. Alors, oui, donc vous prendrez mon enregistrement. Je ne sais pas encore si je le mettrai sur YouTube ou pas. Je mettrai donc l'enregistrement, je pense, ou sur YouTube ou sur mon Drive pour que vous puissiez le voir et vous prendrez le passage qui vous intéresse en fonction du temps. Vous voyez, là, il est 11h35. Au bout d'une demi-heure, vous mettrez, et puis voilà. Alors, je disais, excusez-moi, je finis. Ce que je voulais vous montrer. Donc là, ici, on me demande donc d'entourer et de nommer les groupes d'atomes caractéristiques portés par un acide aminé. Mais il y a le groupe COOH et le groupe NH2 qui sont reliés à un carbone. Ici, qui est un carbone asymétrique, je préfère le dire parce que j'ai vu sur pas mal de sujets cette erreur-là. Repérer un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est entouré par des groupes d'atomes qui sont différents. Là, vous voyez bien que ce carbone C est entouré par que des groupes qui sont différents, on pense. Puis en fait, on voit bien ici qu'il y a deux H identiques, donc ce n'est pas un carbone asymétrique. Ici, dans ce groupement-là, par contre, le carbone qui est ici est un carbone asymétrique. Alors pourquoi est asymétrique? Parce qu'en fait, vous repérez qu'il y a trois liaisons dessinées qui est vers trois éléments différents. Et par contre, il y a un H qui est sous-entendu dans une fonction, dans une représentation topologique comme ça. Donc, c'est bien un atome de carbone asymétrique. Je retrouve également à cet endroit-là un carbone qui est asymétrique, puisque ici, j'ai la même raison, trois liaisons vers trois parties différentes qui n'ont pas le même nom, quoi. Et ensuite, j'ai le H qui est sous-entendu. À partir de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Cette fonction ici, d'ailleurs, représentation de Cram, n'est pas bonne parce qu'en fait, on voit le C, normalement, on ne devrait pas le voir, hein. Donc là, je l'ai rajouté pour que ce soit plus joli à lire, pour qu'on puisse bien discuter de cette notion de carbone asymétrique. Mais normalement, on ne devrait pas la voir dessinée, il devrait y avoir que les traits de marque qui devraient se croiser entre eux. Pourquoi qualifie-t-on la molécule d'acide alpha-aminé de polyfonctionnelle? Je pense que vous avez saisi, il y a plusieurs groupes fonctionnels dessinés dessus. Donc, ça veut bien dire que c'est une fonction, c'est une molécule polyfonctionnelle. La formation de la liaison peptidique est une réaction entre un site accepteur et un site donneur de doublé. Sur la formule générale d'un acide alpha-aminé, on prendra lui, préciser les positions des deux sites en les justifiant. Alors, comment faire pour obtenir, comprendre donc qui va être donc le donneur-accepteur sur un groupe. J'ai bien dit que c'était le groupe COH et le groupe NH2 qui devaient réagir. Donc, prioritairement, je vais m'intéresser à lui, je ne vais pas m'intéresser au C central dessiné en rouge ici sur la glycine. Je vais m'intéresser à ce groupe-là. Dans le groupe NH2, je sais très bien qu'il y a un doublé, par exemple, non liant, qui n'est pas dessiné sur le NH2. Je crois que je l'ai mis d'ailleurs en dessous, que vous allez pouvoir le voir. Je ne l'ai pas mis, mais on va le voir ensuite. Puisqu'en dessous, je vous ai mis la correction. Donc le N, un doublé non liant, qui est une réserve potentielle d'électrons. Et dans le C, double liaison O, OH, il y a une liaison entre le C et le O du groupe OH. Et sur cette liaison, c'est elle qui va m'intéresser, puisque c'est ce que je vous rappelle, c'est la liaison entre le N et le H qui va être cassée, la liaison entre le C et le O ici de COOH qui va être cassée.
comme on peut le voir à cet endroit-là. C'est cette liaison-là qui va vraiment être, qui va jouer, qui va pouvoir permettre de réaliser la réaction de condensation ici. Alors, qui est le site potentiellement donneur, potentiellement accepteur? Le O est plus électronégatif que le C placé ici. Donc, forcément, sur cette liaison-là, je vais dire que le O est plus électronégatif. C'est un site potentiellement donneur. Le C sera un site potentiellement accepteur. Dans le NH, entre le N et le H, le N est plus électronégatif que le H. Donc, le N est un site potentiellement donneur et le H un site potentiellement accepteur. Voilà ici ce qu'on peut dire. On pourrait travailler sur toutes les molécules, sur toute la molécule et voir tous les sites, mais je pense qu'il faut savoir se centrer sur l'essentiel. Nous voulons faire réagir le groupe COH de l'un avec le groupe NH2 de l'autre, donc je ne me suis intéressé qu'à ça. Attendez. C'est ce que mes groupes là d'éviter qui font du bruit, ça saoule. Alors, ici, question d'après. La condensation est une réaction, forcément, on l'a vu tout à l'heure, de substitution. Alors, je vais la reprendre peut-être sur mon PDF, ce sera plus clair à voir. C'est une réaction de substitution. Ici, forcément, on voit bien ici, les groupes se sont donc substitués l'un à l'autre pour pouvoir être créés ensuite deux molécules. Et puis, on a deux réactifs de produits. Donc, ici, ça ne peut pas être une addition, ça ne peut pas être une élimination, il n'y a pas de création d'une double liaison. Donc, ça ne peut être qu'une réaction de substitution. Quelles sont les formules simplifiées des 4 dipeptides qu'on peut obtenir par action entre alanine et sérine? Pour faire, comme on me dit, les formules simplifiées, c'est-à-dire ne se servir que des formules simplifiées des 4 dipeptides, ça veut dire se servir des 3 premières lettres de chacun des 2 acides aminés. Donc là, ici, ALA et SER. Et je vais essayer de me connecter autrement. En 4G, je vais essayer. Ça ne marche pas bien le Wi-Fi là. Voilà, je pense que ça devrait remarcher là, maintenant, j'espère. Ici, je me sers donc, je veux créer les 4 formules. Qu'est-ce que je vais donc dire? Je vais avoir la possibilité d'avoir ALA et SER ensemble. Ça, c'est la base, puisque je veux alanine et sérine. Mais je peux aussi avoir SER-ALA dans l'autre sens, c'est-à-dire reprendre le groupe carboxyle de sérine avec le groupe amine de alanine, ou ALA-ALA ou SER-SER. Donc, avec ces deux possibilités, vu que j'ai 2 acides aminés qui possèdent deux groupes à l'intérieur fonctionnels réactifs, je vais pouvoir avoir 4 possibilités donc, de création. Sur la 5e question, on me dit que le dipeptide gliala est obtenu par la création d'une liaison peptidique entre la fonction acide carboxylique de glycine, fonction amine de alanine. Avant création de cette liaison, quelle fonction de la glycine doit-on protéger et comment la protéger? Quelle fonction de glycine je veux protéger? Celle qui ne réagit pas. Moi, je veux que ce soit l'acide carboxylique qui réagisse dans la glycine. Je vais donc protéger la fonction amine. Protéger la fonction amine, ça veut dire que je vais donc utiliser le groupe BOC, me servir du BOC pour pouvoir bloquer quelque part ici le groupe amine de la fonction de ma molécule de glycine. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, ça veut dire que je vais également, dans la fonction, puisqu'on veut faire du gliala, je vais faire pareil pour la fonction alanine.
il me faut donc dans alanine faire réagir NH2, donc je vais bloquer COH. Pour faire bloquer COH, dans le flux alanine, à l'avance, je vais introduire donc lui du méthanol. Et en introduisant du méthanol avec de l'alanine, je vais donc permettre de créer une réaction qui va bloquer le groupe COH, il ne sera plus actif. Quand on dit bloquer, ça veut dire qu'en fait, on va simplement utiliser le groupe COH sans le détériorer. On ne va pas le casser, on va simplement empêcher que les groupes qui m'intéressent ne réagissent. Donc, ça sert qu'à ça, protéger les groupes. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est bien sûr, d'après le texte, quelle opération supplémentaire doit-on réaliser sur la glycine? Eh bien, rendre réactif la fonction qui nous semble nécessaire. Et le seul que l'on peut faire réagir, activer, c'est dans cette méthode, dans cette synthèse ici aujourd'hui, c'est l'acide carboxylique. Donc le groupe acide carboxylique, COH, de la glycine, va être rendu actif en introduisant du COCl2. Alors, pour arriver à comprendre ce qu'il y a là, pas du tout au programme de terminale, mais qui simplement essayer de trouver quelque chose pour que vous voyez un peu comment on fait. Dans ce dessin que vous voyez, on a bien ici l'alanine, d'accord? La glycine, excusez-moi. La glycine qui est protégée, donc dans laquelle on a introduit BOC. Vous voyez, donc en fait, le groupe COH de la glycine a été bloqué par une molécule ici qui ne va pas réagir tout à l'heure. Et d'ailleurs, on le voit qu'elle ne va pas réagir, puisque là, ici, on voit bien qu'elle est complètement apolaire, avec ici ces trois groupes méthyl autour. Ça va vraiment créer une sorte de blindage qui va empêcher la réactivité de la molécule. De l'autre côté, on a notre fonction, on a alanine. Alanine, je vous rappelle que c'est COH, NH2, CH3, ici, hein, c'est lui, et dans lequel on a ici, on va s'arranger ensuite pour le bloquer. Donc, c'est ce qu'on fait. On va rajouter au bout du CH3, vous voyez. Le CH3O qu'on a rajouté, il vient du méthanol. Et je vous rappelle que le méthanol, c'est un alcool qui ne contient que un atome de carbone et un groupe OH hydroxyle. Donc CH3OH. Et quand on a rajouté donc ce méthanol, il a bloqué, donc il est au bout, là, c'est ce qu'on sous-entend au bout de cette liaison, qui correspond à cette partie-là, COH3. En clair, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc ici ma glycine qui est réduite à ce COH, et je vois bien que l'alanine va être réduite à ce NH2, puisque tout le reste va être empêché du fait de la présence de parties apolaires, va être empêché de pouvoir réagir. Une fois que c'est fait, on rajoute quand même un activateur, c'est-à-dire qu'on va demander à la fonction COH d'être un peu plus réactive. Donc je retrouve ici le CONH du début, le COH qui est là, sauf que cette fois-ci, on lui rajoute un activateur supplémentaire ici pour obliger cette fonction-là à être encore plus réactive en rajoutant donc un élément qui va améliorer quelque part le fonctionnement, l'approche, l'attraction quelque part de la molécule voisine. Après, on pourrait faire pareil pour la déprotection, comme il est marqué, hein, le cheminement, je vous laisserai le regarder, je l'ai expliqué en dessous peut-être plus en détail, mais ici, la déprotection, c'est que, je vous rappelle, on veut obtenir du gliala. Si je garde les éléments que j'ai utilisés pour protéger, hein, qui ont été entourés ici, ben forcément, je me retrouve avec quelque chose qui est pas beau et qui ne ressemble pas du tout à la glycine, à du gliala. Donc, il a fallu que j'enlève les éléments qui bloquaient au départ pour me retrouver avec ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors nous, en fait, on n'a pas à maîtriser les noms de ces systèmes de protection, déprotection, blocage, etc. On doit juste savoir que ces phénomènes existent et que si on doit réaliser une synthèse, on doit proposer, chercher à protéger ce qui ne doit pas réagir. Voilà ce qu'on doit faire. Donc c'est surtout ça qui compte, c'est chercher à trouver, je veux faire une réaction, je ne dois pas utiliser n'importe quoi. Alors, ce genre de système, on en avait déjà parlé ensemble lorsqu'on avait parlé des énantiomères et des stéréoisomères, avec des exemples tragiques qui ont été créés dans l'histoire, où on créait par synthèse une molécule sans penser en fait qu'il y avait donc un énantiomère qui pouvait exister dangereux.
on appelle ça des mélanges racémiques, c'est-à-dire des mélanges équimolaires d'énantiomères dans lesquels il y a la même quantité d'énantiomères de chaque. Si on ne protège pas les bons groupes, quand on va faire la synthèse pour créer cette molécule, ces énantiomères, je vais sûrement privilégier un ou l'autre des énantiomères avec l'espoir de tomber sur le bon, mais ça ne suffit pas. En chimie, on ne peut pas se permettre d'avoir que des espoirs. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en ce moment autour de nous. Et il nous faut avoir une certitude lorsqu'on crée quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bloquer ce qui ne doit pas réagir et activer ce qui doit réagir. Donc, voilà en fait aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Et c'est ce qui me semble intéressant, c'était que vous compreniez ce que je viens de dire à l'instant, c'est cette protection, des protections nécessaires à la chimie organique. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de comprendre ce que je viens de dire avec ce schéma bloc qui est proposé dans votre bouquin également, qui permet de comprendre comment on arrive à gliala en partant de glycine et d'alanine. Donc, pour partir donc, de glycine et d'alanine, ce que j'appelais leçon 5, vous l'avez, la correction c'est facile, il n'y a qu'à enlever sur les documents texte, d'enlever les cadres que j'ai mis. Donc d'abord, on va protéger le groupe NH2. Une fois que c'est fait, on va ensuite rendre, je ne peux pas le supprimer, on va activer le groupe qui m'intéresse. On va faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va on va bloquer ce qui nous gêne, c'est-à-dire protéger le groupe COH. Une fois qu'on a activé la fonction COH, qu'on a bloqué le NH2 représenté par ce cadenas ici, on va réaliser la synthèse des deux éléments protégés, activés et protégés pour créer cette liaison peptidique. Et une fois que c'est fait, on ne va pas se satisfaire donc de ça, on va supprimer la partie qui bloque, enlever ces verrous si vous voulez, déprotéger les fonctions pour obtenir le dipeptide qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on parlera de réaction chimio-sélective, c'est-à-dire qu'en chimie, on peut, par réaction chimique, obtenir le produit que l'on veut. C'est ça qui était intéressant à faire dans cette partie. Alors, pour mettre en application ce que je vous ai dit, moi, je vous propose donc deux choses que je ne vais pas traiter maintenant, que je vais vous laisser faire pour la semaine. Je vais vous demander, c'est que je suis là, je vous ai demandé de regarder, donc il y a plusieurs choses. Alors, il y a les activités de votre bouquin que je mettrai. Pour moi, vous avez la correction, d'accord? Donc, je ne vous demande pas de les faire. Je parle à celui qui est vraiment motivé par de la chimie pour l'an prochain. Je l'encourage à regarder quand même ces activités de plus près si vous avez le temps de le faire. Je mettrai sur les deux références. Après, sinon, le plus intéressant, c'est de faire un sujet. Me semble-t-il que même si on n'a pas d'épreuve écrite de bac, ça restera quand même toujours notre je suis encore sur la correction. C'est notre manière de voir donc la façon la plus juste de ce qu'il y a à savoir faire. Du moins, s'il vous plaît, lisez le sujet, correction. Au moins, c'est le minima, ça me semble être ça, de lire sujet et correction pour voir un peu que vous vous familiarisez avec le vocabulaire. Ici, forcément, on me propose donc des exemples que je ne connais pas et c'est le but, c'est d'utiliser des phénomènes de protection et des protections que je ne connais pas, mais de savoir qu'ils existent. J'attire votre attention sur cette formule topologique ici qui semble bizarre, mais qui simplement veut dire que le carbone qui est ici, au centre de cette croix, en fait, est un carbone qui n'a pas de liaison vers des H, mais simplement vers des groupes CH3. Donc, c'est pour ça qu'il y a la notation donc, tertre qui veut dire en fait, qu'il y a 4 fois donc, les groupes présents. Ensuite, vous avez la suite, elle est à peu près classique et on me demande de reconnaître, de faire du mécanisme réactionnel. Donc, c'est un sujet qui me semblait simple à comprendre, en fait. Voilà. Donc, si vous pouviez regarder, ça serait pas mal de vous obliger à écrire dessus, sur ces parties, d'écrire ce qui vous va bien. Et si vous avez des questions, ensuite, vous m'envoyez votre partie, vous êtes embêté, et puis on en discute de façon individuelle. Il me semble que ce n'est pas intéressant que je fasse un sujet de façon comme ça, présentée générale.
les gens qui ne comprennent pas, ils seraient gênés. Donc, je préfère que vous le fassiez de façon individuelle et que vous m'envoyez donc la partie du sujet qui ne vous va pas et vous faites une capture et vous me dites, voilà, là, je ne comprends pas pourquoi il y a écrit ça, pourquoi si, etc. Je pose une dernière fois avant que l'on se quitte pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour le fonctionnement d'aujourd'hui et pour la séance d'aujourd'hui? Ok. Si de toute façon les questions viennent, n'hésitez pas, vous me les poserez de façon individuelle. Je privilégie les mails. Je vous avoue que bon, même si je vais revenir sur Discord régulièrement dans la semaine, des fois je peux passer à côté d'un message. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre sur Discord, mais je préfère par mail, hein. Ça me semble être le plus facile, puisque ça, les mails, je les regarde en permanence, donc je serai au courant tout de suite. Donc voilà, je vais donc vous proposer ces sujets-là. Je vais jeudi vous proposer donc un travail de préparation, un TP, et ce qui pourrait être pas mal, c'est que on se retrouve éventuellement jeudi à 11h pour voir les problèmes que vous rencontrerez dans le TP, que je vous aurai mis. Donc, je vais le mettre là dans la journée, je pense, ou de même. Je le mettrai sur le Padlet. Comme ça, vous faites le TP ou vous le faites que jeudi matin, hein, bien entendu, comme sur le créneau habituel, il n'y a pas de problème. Vous prenez vos 2 heures pour faire ou 1h30. Hein. Et une fois que le TP sera fait, à ce moment-là, on se voit à 11h et on parlera de ce qu'il y avait à voir dans ce TP pour la suite. Alors, je vous explique rapidement ce que je vais vous demander. Je vais laisser la chimie de côté. C'est un TP donc, de physique sur ce qu'on appelle les transferts de chaleur, transferts thermiques. Donc, l'objectif est que vous arriviez à comprendre comment on fait pour transférer de la chaleur, très calculatoire. Et ça, voilà, c'est un TP. On prendra un peu de temps pour le faire, puisque je pense qu'on va en avoir. Donc, c'est pas plus mal parce que c'est très calculatoire et c'est farci de formules. Donc, vu qu'on n'a plus de mode examen, tout ça, donc on peut en parler avec aisance maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Dis-moi. Ça serait pour savoir si on avait le troisième trimestre au contrôle continu, est-ce que les notes du bac blanc elles compteraient? Ah ben oui. Ok. De toute façon, entre nous, ce sont les seules notes qui comptent pour l'instant. Et j'espère pour vous qu'on va rentrer, vous m'avez compris pourquoi. Oui. Les notes, elles ne sont pas bonnes du tout, quoi. Donc, je le sais. Donc, après, c'est la seule note sur laquelle on peut se baser parce que officiellement, le ministre nous dit de ne pas tenir compte des notes faites pendant la période virtuelle. Après, si un prof le laisse, qu'est-ce que vous voulez sur un dossier? On ne peut rien y faire, hein, même si on verra la suite et comment ça se passe. Hein. D'accord, merci. Voilà. De toute façon, au fur et à mesure, je pense que vous apprendrez en même temps que moi les choses. Moi, les seules informations qui m'intéressent, c'est le ministre. Hein, je vous dis, c'est pas tous les réseaux, c'est pas les journalistes, c'est pas tout ça. C'est quand un ministre nous dit quelque chose, je pense qu'il dit des choses qui vont être prises en compte. C'est pas le reste. Donc là, pour l'instant, le ministre de l'Éducation n'a rien dit, il ne s'est pas positionné à part faire du flanc. Donc euh, c'est normal, ils n'avaient pas encore prévu de structure et c'est normal. Il leur fallait du temps pour le faire. Donc, je pense que la discussion ne va être valable que dans la semaine prochaine. Je pense qu'on en saura plus. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, on se retrouve jeudi à 11h pour parler donc, de ce TP, donc de transfert thermique, ou s'il n'y a pas eu de questions, à ce moment-là, je reviendrai sur le sujet de synthèse peptidique que je vous ai mis sur Padlet. Si vous n'arrivez pas à le faire, je mettrai les corrections avec chaque fois et également les références de l'activité du livre pour la synthèse peptidique. Ceux qui veulent faire de la chimie, je vous encourage vraiment à le faire. C'est la base des TP que vous ferez l'an prochain. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que les conditions n'ont pas été trop pourries. Et donc, je vous dis bonne semaine. Merci, au revoir. Merci vous aussi. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.